Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents qui nous ramènent 5 ans en arrière, à une période qui a absolument tout bouleversé. La pandémie de Covid-19. Exactement. On a sur la table un article de synthèse très complet du Muséum de Toulouse et aussi une question parlementaire européenne qui soulève pas mal de points. Mhm. Notre mission, en gros, c'est de décortiquer tout ça, de voir ce que la science sait aujourd'hui et surtout ce qu'elle ne sait toujours pas sur la question qui fâche. Les origines du virus. Voilà, Oui, et ce qui est frappant dans ces textes, c'est vraiment le contraste. On passe de la sidération totale des débuts à, comment dire, une sorte de banalisation aujourd'hui. c'est vrai. L'article du muséum y dresse un bilan chiffré qui donne le vertige. Officiellement, on parle de 7 millions de morts. Ce qui est déjà énorme. Mais l'OMS, elle, estime que la surmortalité liée au Covid approche plutôt les 20 millions. 20 millions. Le virus a muté, on s'est adapté, mais la question fondamentale, celle qui est vraiment au cœur de nos sources, elle reste sans réponse. D'où vient-il exactement? Avant d'attaquer cette grosse question des origines, les documents reviennent sur l'évolution du virus lui-même. On a tous en tête cette valse des variants. Alpha, bêta, delta. C'est ça. Et puis, début 2022, arrive Omicron. Et là, il a complètement changé la donne. L'article le décrit comme plus contagieux que la rougeole, ce qui est assez fou. C'est une excellente image, parce que ça illustre bien la rupture qu'il a représentée. Omicron, en fait, il ciblait différemment notre corps. C'est-à-dire, Principalement les voies respiratoires supérieures, donc le nez, la gorge, plutôt que les poumons profonds. Le résultat, c'est qu'il était beaucoup moins dangereux que delta, d'accord. mais incroyablement plus transmissible. Il s'est répandu comme une traînée de poudre. Et il a infecté une part massive de la population mondiale. Tellement massive qu'il a joué paradoxalement le rôle d'un vaccin universel un peu brutal. C'est en grande partie grâce à lui qu'on a atteint une immunité collective suffisante pour sortir de la phase la plus aiguë de la pandémie. C'est fascinant. Mais l'article mentionne que son origine à lui aussi, c'est un mystère. Il aurait des mutations qui suggèrent une adaptation chez un rongeur. Oui, et c'est là que ça devient étrange. Son profil génétique est très différent des variants d'avant. Il a tellement de mutations qu'on dirait qu'il a évolué pendant des mois dans un réservoir inconnu avant d'exploser. Un réservoir inconnu. L'une des hypothèses, c'est qu'il se serait adapté en circulant chez une espèce de rongeur, ce qui est pour le coup très inhabituel parce que les coronavirus de ce type, les sarbecovirus, sont typiquement associés aux chauves-souris. C'est une énigme de plus. Et bien sûr, la réponse principale à tous ces variants, ça a été la vaccination de masse. Les documents sont très clairs là-dessus, hein. Elle a sauvé un nombre considérable de vies, c'est un fait établi. C'est indéniable. Pourtant, on l'a vu, une défiance très forte s'installer, particulièrement en France. Les sources pointent d'abord vers la technologie. L'ARN messager. Oui, c'était un vrai saut dans l'inconnu pour le grand public, non? Exactement. C'était la première fois qu'on déployait cette technologie à une échelle planétaire. Pour beaucoup de gens, y compris des personnes habituellement pro-vaccin, le manque de recul à long terme a créé une anxiété tout à fait légitime. Et la stratégie politique n'a pas aidé. Disons que par-dessus ça, la stratégie employée n'a pas vraiment aidé à apaiser les choses, non? Vous faites référence au pass sanitaire. Oui, entre autres. L'article souligne bien que son caractère perçu par beaucoup comme coercitif a braqué une partie de la population. Ça a polarisé le débat. Ça a transformé un enjeu de santé publique en un débat très polarisé sur les libertés individuelles. Du coup, toute discussion rationnelle est devenue beaucoup plus compliquée. Et la communication, elle a parfois ajouté à la confusion. Comme sur la vaccination des enfants. Par exemple, oui, pour laquelle le bénéfice-risque n'était pas du tout évident pour de nombreux scientifiques. Les sources abordent aussi de manière très factuelle la question qui a été au cœur de cette défiance, les effets secondaires. Tout à fait. L'article cite un rapport de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'organisme de surveillance en France. C'est ça. En 2023, cette agence recensait 193 934 déclarations d'effets indésirables, pour plus de 156 millions d'injections. Et sur ce total, Il faut noter que sur ce total, environ un quart des cas étaient classés comme graves. Il s'agissait notamment de troubles cardiovasculaires, comme les myocardites ou les péricardites, qui ont été identifiés comme des risques rares, mais réels. d'accord. Ces chiffres, même s'ils restent faibles par rapport au nombre total d'injections, ont logiquement alimenté le débat public. C'est un contexte qui est essentiel. Mais malgré tout ça, la grande question qui reste, c'est d'où est-ce que ça vient? L'hypothèse de départ la plus simple, c'était la zoonose. Le passage naturel d'un animal à l'humain. Probablement une chauve-souris.
C'était l'hypothèse la plus parcimonieuse, comme on dit en science, le scénario le plus simple, en somme. Mais voilà, 5 ans plus tard, comme le détaille très bien l'article du muséum, les pièces du puzzle refusent de s'assembler. Quel est le premier problème? Le premier, et il est de taille, c'est qu'on n'a jamais trouvé le virus progéniteur dans la nature, c'est-à-dire un virus chez un animal qui serait quasi identique à 99,9% à la souche humaine. Pour le premier SRAS, on l'avait trouvé pourtant. Exactement. Pour le SRAS en 2003, on l'avait trouvé chez la civette en quelques mois seulement. Là, 5 ans après, rien. Mais on a bien trouvé des cousins proches, non? Chez des chauves-souris. C'est ce que j'ai lu dans les sources. On a trouvé des cousins, oui, comme les virus nommés Banal, découverts au Laos, qui sont parents à 97%. C'est proche, mais ce n'est pas assez. Et surtout, l'article soulève un vrai casse-tête. Lequel? La géographie. Ces chauves-souris, elles vivent dans des grottes à près de 2000 km de Wuhan. 2000 kilomètres. Ah oui, quand même, c'est une distance énorme. Comment un virus aurait pu faire ce voyage sans laisser la moindre trace? C'est précisément l'une des plus grandes failles de cette hypothèse. Si le virus venait de là, l'épidémie aurait logiquement dû démarrer au Laos ou au Vietnam rural, pas en plein cœur d'une mégalopole chinoise aussi éloignée. C'est vrai que ça paraît peu probable. Et pour ne rien arranger, on n'a jamais trouvé d'hôte intermédiaire. La piste du pangolin a été écartée, on a trouvé de l'ADN d'animaux comme le chien vivrin au marché de Huanan, mais aucun des animaux testés sur place n'était porteur du virus. Le chaînon manquant reste désespérément manquant. Attendez, avant d'aller plus loin, les sources mentionnent un détail qui semble être la clé de tout. Ah, Le site de clivage par la furine. Ça sonne très technique. En termes simples, c'est quoi et pourquoi c'est si important? alors, pour faire simple, imaginez que la cellule humaine est une pièce fermée à clé. La plupart des coronavirus de chauve-souris, ils ont une clé, mais elle n'est pas parfaite, elle peine un peu à ouvrir la porte. D'accord. Passe-partout. Ce passe-partout, c'est cette petite séquence génétique, le site de clivage par la furine. C'est une instruction qui dit « ouvre-toi à nos cellules de manière incroyablement efficace ». C'est ça qui le rend si contagieux. D'accord, c'est son super pouvoir en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier ce passe-partout? Ce qui est extrêmement troublant, et c'est un point central de l'article, c'est que cette séquence précise, elle est totalement absente de tous les autres sorbécovirus connus, y compris ses plus proches parents, comme les virus banals. Elle n'existe nulle part ailleurs dans la nature? Pas dans cette famille de virus, non. Son apparition spontanée, par une mutation au hasard, est jugée par certains calculs de probabilité comme étant quasi impossible. C'est un véritable mystère biologique. Alors, si la théorie de l'origine naturelle est pleine de trous, pas de virus parents, ce problème de géographie, pas d'hôtes, et cette signature génétique quasi miraculeuse, que disent les sources sur l'alternative? L'hypothèse d'un accident, Dans l'un des laboratoires de Wuhan. c'est là que l'analyse devient encore plus complexe. Oui, cette piste, elle s'articule autour de plusieurs éléments. Et l'un des plus troublants, qui est mentionné dans les deux documents, c'est un projet de recherche au nom de code assez parlant, Diffuse. Le projet Diffuse. De quoi s'agit-il exactement? Alors, ce projet Diffuse, c'est un dossier de demande de financement qui date de 2018. Il a été déposé par une ONG américaine, EcoHealth Alliance, auprès de la DARPA. La DARPA, c'est l'agence de recherche de l'armée américaine. C'est ça, connu pour financer des projets de pointe, parfois très risqués. Et ce projet de recherche, qui impliquait directement l'Institut de virologie de Wuhan, avait un objectif pour le moins audacieux. C'est-à-dire? Le but, écrit noir sur blanc, c'était de créer des coronavirus chimériques en laboratoire. Le plan était de prendre des squelettes de virus de chauve-souris, non dangereux pour l'homme, et d'y insérer artificiellement un site de clivage par la furine, spécifique à l'homme. Pardon, mais c'est incroyable. On est en train de dire qu'en 2018, des scientifiques associés au labo de Wuhan ont proposé sur le papier de construire un virus avec la caractéristique moléculaire exacte Ce fameux passe-partout. qui a rendu le SARS-CoV-2 si dangereux 2 ans plus tard. La coïncidence est, comme le souligne l'article, pour le moins troublante. La proposition est là, elle est documentée. Elle prouve que l'idée, la méthode et la technologie pour créer un tel virus existaient. Et était envisagé par les équipes à Wuhan. Exactement. Et ce projet a été mené à bien? Non, la DARPA a officiellement refusé de le financer. Ils ont jugé les risques de biosécurité beaucoup trop élevés. Mais ça ne veut pas dire que la recherche n'a pas été faite. La question demeure, est-ce que des recherches de ce type ont pu être menées via d'autres financements? On ne le sait pas. Et l'article ajoute une autre couche de complexité. Laquelle? Une séquence identique à ce site de clivage se trouve dans une protéine humaine, la protéine ENaC, qui, par une autre coïncidence, était étudiée dans le laboratoire d'un des partenaires américains du projet Diffuse. Bon,
Là, ça fait beaucoup de coïncidences. Il n'y a pas de preuve formelle d'un lien, mais l'accumulation de ces faits est devenue difficile à ignorer. Donc, si on résume, on a une théorie naturelle avec de sérieuses lacunes et une théorie de l'accident de labo étayée par des coïncidences extrêmement troublantes. On a l'impression d'être dans un roman d'espionnage. C'est un peu ça, et c'est le point final de l'article du Muséum. Il décrit un climat scientifique qui est devenu totalement délétère. Il rappelle un événement clé. Oui, En février 2020, au tout début de la pandémie, une lettre a été publiée dans la très prestigieuse revue The Lancet. d'accord. Cette lettre, co-organisée par le président de l'ONG EcoHealth Alliance, la même qui portait le projet des Fuse, a qualifié l'hypothèse laboratoire de « théorie du complot ». Elle l'a condamnée très fermement. Et ça a eu un impact concret sur la recherche. Un impact énorme. Venant d'une revue aussi respectée, cette déclaration a eu pour effet de fermer le débat, ou du moins de stigmatiser et de marginaliser complètement cette voie de recherche pendant plus d'1 an. Un scientifique qui osait l'évoquer était tout de suite taxé de complotiste. C'est ça. Ça a paralysé le débat. Mais aujourd'hui, la situation a quand même évolué. Oui, la porte s'est rouverte. L'article note que des agences de renseignement comme le FBI américain ou les services allemands, et même des institutions comme l'Académie de médecine en France, considèrent désormais l'hypothèse de l'accident comme tout à fait plausible. Voire probable pour certaines. Oui, la certitude nous échappe toujours, mais l'enquête est relancée. La conclusion, 5 ans après, c'est que le mystère reste entier. Le virus a émergé à Wuhan fin 2019, c'est à peu près la seule certitude. Et son origine, qu'elle soit le fruit du hasard de la nature ou d'une manipulation humaine qui a mal tourné, reste non élucidée. Toujours pas. En refermant ces documents, on reste avec une question qui dépasse largement les simples origines du Covid. L'article mentionne un appel urgent à un débat public sur un type de recherche bien particulier. Les expériences dites de gain de fonction, Exactement. Celles qui visent précisément à rendre des virus plus dangereux en laboratoire avec l'argument de vouloir anticiper les futures pandémies. c'est exactement ça. Et la pensée provocatrice que ces sources nous laissent, c'est la suivante. Est-ce que les bénéfices potentiels de telles recherches, menées au nom de la sécurité sanitaire, justifient le risque absolument catastrophique qu'elles font peser sur l'humanité entière en cas d'accident, de fuite ou de détournement? C'est peut-être le débat le plus essentiel que nous devons avoir pour notre avenir collectif.